Tu sais, ce podcast de Place to Buzz a été créé pour donner la parole aux entrepreneurs, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la vidéo ou de s'exprimer ici. Ouais. Est-ce que tu conseillerais ce type d'expérience à un entrepreneur qui voudrait peut-être à un moment donné se dire je rentre dans une démarche, ok j'ai une boîte qui tourne, mais je n'ai pas forcément pensé à ces niveaux de conscience-là, à l'impact de mon entreprise sur la société, sur la nature. Est-ce que tu conseilles à des dirigeants, des cadres, des entrepreneurs un format spécifique et est-ce que tu te sens prêt, toi, à les accompagner ? Alors, dans mon rôle d'entrepreneur, je pourrais conseiller, propager une bonne parole. Dans mon rôle de facilitateur et avec mon éthique personnelle et professionnelle, je ne conseille rien. Ce que je peux dire, c'est que je peux essayer d'imaginer avec l'entrepreneur qui s'intéresse à cette question, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entrepreneur en question et en quoi ça peut élargir ses horizons. J'ai envie de dire, l'entrepreneur qui est là pour délivrer de la performance dans le même paradigme et qui ne veut pas élargir le champ de la création de valeur ou élargir sa vision du monde, changer de perspective, ça va lui servir à rien. Peut-être juste à prendre un peu de distance par rapport à ses blessures traumatiques et autres. Donc là, pourquoi pas ? Mais c'est plus l'humain en lui qui va être intéressé par l'expérience, pas trop l'entrepreneur finalement, à moins qu'il dise ça va améliorer mes relations, mes rapports sociaux. Là où c'est plus intéressant, je crois, c'est chez les gens, et pas que entrepreneurs, mais tous ceux qui ont envie d'élargir leurs horizons et qui sentent peut-être au fond d'eux qu'ils ont envie d'aller plus loin, de comprendre un peu mieux, ou je ne sais pas comment dire ça, mais de changer de perspective, d'élargir leur perspective et d'élargir leurs horizons. Voilà. Donc, pour un entrepreneur, ça pourrait être... il sent qu'il est au taquet dans cette façon de faire les choses, il en a un petit peu marre, il arrive à faire ce qu'on lui demande, mais en fait, il se dit... Si je raisonne... Un peu comme c'est le hamster qui tourne dans sa roue et qui se dit « je sais plus l'horizon que je veux », peut-être d'élargir cette vision pour travailler sur une autre forme d'entreprise. Ouais, alors moi en tant qu'entrepreneur, j'aimerais pas me faire traiter de hamster, mais je suis avec toi sur l'image. Je vois ce que tu veux dire et j'ai accompagné pas mal de dirigeants et leurs codires sur des sujets où justement l'idée c'était de faire de la prospective et essayer de changer d'optique. Et effectivement, si tu veux, quel que soit le secteur où tu œuvres aujourd'hui, on est au bout d'un modèle là. Tu vois, ce modèle de création de valeur marchande, je disais tout à l'heure extractiviste, etc. On voit bien qu'on est arrivé au bout. Alors par contre, tu vas pas forcément être impacté dans ta carrière immédiate. Et puis, tu vois, le politique, il dure 5 ans, le DG, pas forcément plus, etc. Donc finalement, ça fait pas encore une grande nécessité. Mais les leaders inspirés qui ont envie de contribuer à un mieux-être plus global au travers de leur action, on en a connu même en France, je pense à Emmanuel Faber chez Danone, mais il y a d'autres gens, ceux-là, pour eux c'est intéressant. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, tu vois, des gens comme... alors je ne connais pas Emmanuel Faber personnellement, mais Elon Musk, par exemple, c'est pas caché, même si ce n'est pas un modèle surtout, il ne s'est pas caché de sa consommation de champignons à psilocybine pour élargir ses horizons. Et on voit que c'est quelqu'un qui a des horizons assez larges quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a raison sur tous les points, mais voilà quelqu'un qui s'autorise à avoir un rêve et à le réaliser. Et on a besoin, dans certains secteurs, de redirection, de penser à arrêter certaines choses qu'on fait, les stopper complètement pour créer d'autres choses, d'autres façons, d'autres métiers, d'autres manières d'approcher la création de valeur. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler alors je ne vais pas dire de ces rumeurs, mais de ces informations qui nous viennent de la Silicon Valley, sur laquelle une bonne partie des ingénieurs, des créateurs, des CEO, des start-upers seraient sous microdosing de LSD ou de psilocybine. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? Ah non, c'est pas du tout un mythe. Il y a d'ailleurs... alors c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Tu as raison de dire ça. Tu vois, si tu regardes sur la côte ouest des USA, dans la Silicon Valley, il y a d'abord plein de gens qui microdosent du LSD ou des champignons. Donc ça consiste à prendre une dose à peine perceptible, ou parfois on est dans ce qu'on appelle le threshold dosing, c'est-à-dire c'est perceptible mais c'est pas très fort, ça n'empêche pas par exemple de bosser. Et ça va apporter à ces personnes de la créativité ou de la concentration ou de la clarté ou de la rapidité, de la productivité,
de l'aisance relationnelle, enfin un tas de choses comme ça. Donc là, c'est effectivement, c'est intéressant comme voie à explorer aussi. Ou pour certains, c'est en substitution aux antidépresseurs. Intéressant aussi. Alors, attention, je me fâche avec personne, mais il y a des gens qui l'utilisent comme ça. Ouais. Ok. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que ce sujet qui est tabou et presque méconnu, finalement, quand tu regardes, il est partout. Ma sœur, qui aime beaucoup la vie des stars, m'avait dit, mais Denis, t'as pas vu le prince Harry il a dit qu'il avait soigné sa dépression, tu sais, qu'il avait perdu sa lady, sa mère, très jeune, et en fait, il était dépressif depuis tout petit, et il l'a soigné la psilocybine. Donc en fait, je me dis, Elon Musk, le prince Harry, enfin, je veux dire, ça peut pas être enterré. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur du volume. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette vision-là ? Moi qui ai ce prisme maintenant déformant, parce que je lis beaucoup de choses sur le sujet, je regarde beaucoup de vidéos, j'ai eu des enseignants, chercheurs qui sont intervenus dans ma formation parmi les plus grands, tu vois, donc Rick Doblin, pour pas le nommer, qui dirige l'Institut MAPS. J'ai eu Ben Sessa qui est venu, avec qui j'ai pu discuter directement. Donc j'ai maintenant un prisme déformant. Mais oui, pour moi, le sujet il percole un peu partout dans la société. En France, il y a plus de résistance sur ces sujets-là et donc ça vient, je dirais, un peu moins vite, mais tu vois, on a déjà quand même l'hôpital de Nîmes qui a un essai clinique, donc c'est intéressant. Il serait temps qu'on s'y mette un peu plus fort et qu'on rattrape notre retard, à mon avis. L'été dernier, Le Monde a fait ses cahiers d'été, qui sont très lus, et sur les psychédéliques. Et je sais que l'émission du docteur qui travaille avec Adriana Carambeu a fait aussi un numéro sur les psychédéliques. Ouais. J'étais assez scotché, ça c'était il y a aussi quelques mois. Il me semble que c'est Michel Simès dont on est en train de parler, qui a effectivement, donc quand ça passe chez Michel Simès, tu vois, ça a vocation à se vulgariser dans la société. Donc il y a effectivement en France, tu as raison, plein de gens maintenant ont entendu parler de ces thérapies assistées par psychédéliques. Ouais. Alors c'est marrant, tu parlais de Rick Doblin. Moi, il se trouve que dans mon histoire, j'ai travaillé 10 ans au Tour de France, le Tour de France cycliste, et j'étais devenu très pote avec Lance Armstrong, qui est un mec génial, et qui avait des traumas, lui. Enfin, il en parlait assez facilement. Et j'ai revu Lance Armstrong récemment, et j'étais choqué par deux choses. La première, c'est qu'il était très cool. Il a lancé un podcast très zen, et tu te sentais très apaisé, très heureux. Et il a invité Rick Doblin, dont tu parlais. Et ils ont parlé de psychédéliques. J'étais sur le derche, si j'ose dire, parce que voir Lance Armstrong, qui visiblement a aussi fait cette expérience, je le trouve transformé par rapport à l'homme que j'ai connu. Et Rick Doblin disait que, de même qu'on répare un bras qui est cassé, on le répare une fois jusqu'à une prochaine fracture, il va retrouver sa force et sa vitalité. Et lui, son objectif, c'était qu'on puisse traiter tous les traumas, tous les stress post-traumatiques, toutes les dépressions, avec un taux de succès de 100%. Ouais. Écoute, j'ai envie de dire avec humour, parce que Rick Doblin est quelqu'un que je respecte beaucoup. Que tu as rencontré, d'ailleurs. Que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger dans le cadre de ma formation, ce qui est absolument un privilège énorme pour moi et que je vais revoir bientôt parce que je vais à la conférence ICPR, qui est la conférence internationale sur la recherche psychédélique et qui est ouverte, tu vois, le 6 juin 2024, par la ministre de la Santé aux Pays-Bas. Tu vois, ça nous donne un petit peu... Ah oui. On est loin. Ça nous montre un petit peu où on se trouve. On est loin du compte chez nous. Donc, oui, donc si je vais... Rick Doblin est quelqu'un pour qui c'est une évidence que la psilocybine et la MDMA peuvent éradiquer la dépression. Tu vois, c'est-à-dire, c'est une maladie, on peut en venir à bout en tant qu'humain. Et pour lui, c'est une vision extrêmement claire et il avance sacrément le loup sur le sujet. Tu vois, il est en train de le faire, un peu comme Elon Musk a fait la bagnole électrique où il nous emmène sur Mars. C'est possible. C'est possible à partir du moment où on décide de se retrousser les manches et d'y aller. Donc c'est déjà possible tu vois, à une certaine échelle aujourd'hui, mais moi je pense que c'est possible globalement. La pénicilline nous a aidés à venir à bout d'un ensemble de maladies qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. La pénicilline, c'est un champignon. Ouais. Pourquoi est-ce que la psilocybine ne nous permettrait pas de venir à bout de la dépression ? C'est chouette. Tu vois ?